Est-ce que tu peux nous parler des conditions sociales et sanitaires dans lesquelles travaillent les employés de cette industrie là-bas au Bangladesh? Alors le Bangladesh est maintenant le deuxième pays exportateur de textiles et d'habillement après la Chine, donc c'est considérable pour un tout petit pays. Il s'est vraiment spécialisé dans une production, donc dans la confection de vêtements low cost, à petit prix et en grande quantité. Donc on retrouve toutes les grandes marques internationales qu'on porte tous, de la fast fashion, donc de H&M, Zara, Primark, en passant par des plus petites que l'on en trouve partout. Ce qu'on met nous aujourd'hui, c'est à un moment ou à un autre, ils sont passés par le Bangladesh, a priori? Ça dépend un peu du type de vêtements, mais tout ce qui est grande production de masse dans toutes les villes du monde, il y a de grandes chances que pour la confection, ce soit, en tout cas une partie des vêtements de cette marque soit passée par le Bangladesh. Et les conditions du coup, c'est, j'imagine, très dur? Oui, le Bangladesh est malheureusement connu pour, en effet, les conditions sociales de travail qui sont assez déplorables. Avant tout, c'est le pays où la main-d'œuvre est la moins chère au monde. On l'a oublié, mais quand le Rana Plaza, donc cet immeuble de confection, s'est effondré au Bangladesh en 2013, les salariés gagnaient 28 € par mois, ce qui est absolument dérisoire, dérisoire évidemment. Les salaires aujourd'hui sont montés autour de 60 € par mois, mais il en faudrait au moins le triple pour que les travailleurs vivent correctement du fruit de leur travail. Et il y a deux autres questions importantes au Bangladesh, c'est que corrélé à cette question des salaires très bas, des salaires de pauvreté, les travailleurs sont obligés de faire des quantités d'heures de travail démesurées. Enfin, c'est très fréquent qu'ils travaillent 12-15 heures par jour. Aussi même, Ils dorment en général aux abords des usines, ils ont des espèces de petits baraquements, effectivement à proximité des usines, parce qu'une grande partie des travailleurs sont aussi des jeunes femmes migrantes de l'intérieur du pays ou de zones plus rurales où elles n'ont pas trouvé de travail et elles viennent à Dhaka et dans sa banlieue pour trouver du travail à l'usine et subvenir aux besoins en général d'une famille entière. Puis le Bangladesh, c'est aussi un pays connu pour un contexte de répression syndicale, donc les travailleurs sont loin d'être passifs. Le pays est traversé de grands mouvements de mobilisation de manière continue depuis 2016 pour défendre leurs droits, pour augmenter les salaires, mais le gouvernement réprime très fortement l'action syndicale et les travailleurs eux-mêmes, on a eu même plusieurs dizaines d'entre eux emprisonnés, battus pour certains, donc c'est là que l'action aussi des ONG comme la nôtre de Solidarité Internationale est essentielle pour donner de la voix à ces luttes dans ces pays. Pourquoi et comment d'ailleurs le Bangladesh est devenu aussi un des pays les plus importants de cette industrie? Nous, on a vu l'Inde, il y a le Bangladesh. On parlera d'ailleurs peut-être s'il y a d'autres pays qui commencent aussi à émerger dans cette industrie. Pourquoi ça se passe beaucoup au Bangladesh en ce moment? Pendant très longtemps, le secteur textile mondial a été régulé par un système de quotas dans le cadre de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui s'appelait l'accord multifibre. Et cet accord est arrivé à échéance en 2005, donc le secteur a été entièrement libéralisé dans le monde. Et la Chine, évidemment, avait une très forte capacité de production. C'était beaucoup Chine, même aux années 90, 2000. Absolument, c'est toujours le cas. Et puis petit à petit, la Chine a pu aussi diversifier son activité en investissant dans la formation, dans des secteurs secondaires puis tertiaires. C'est aussi un pays qui a d'énormes ressources naturelles, une grande diversification par l'ampleur aussi de sa population et de son étendue géographique. Et le Bangladesh, petit à petit, qui est assez pauvre finalement en ressources naturelles, mais qui avait une main-d'œuvre abondante, disponible, et l'industrie du textile demande, malheureusement, je dirais, dans sa vision low cost, de cette fast fashion, repose sur de la main-d'œuvre peu qualifiée. Il y a peu d'investissement. Encore aujourd'hui, on n'a pas trouvé mieux qu'une femme derrière une machine à coudre pour fabriquer les vêtements. Et donc le Bangladesh a, je dirais, mis à disposition ses ressources humaines, malheureusement à un prix très bas. Et elle y a aussi été encouragée par des accords commerciaux avec les États-Unis, avec l'Union européenne, qui ont trouvé aussi une main-d'œuvre peu chère finalement pour fabriquer les produits de leurs grandes multinationales. Et avec ces accords commerciaux, c'est un peu la difficulté des accords commerciaux, c'est-à-dire on investit dans ces pays, sauf que en retour, au lieu d'investir dans une industrie avec des personnes formées, une plus forte valeur ajoutée qui permettrait au pays de mieux se développer et surtout de manière plus égalitaire, le Bangladesh a été spécialisé dans une industrie à faible valeur ajoutée, donc en maintenant finalement ces travailleurs dans la pauvreté, et c'est un pays qui désormais dépend à 80% pour ses entrées en devises du secteur de l'industrie textile.
Donc c'est très difficile aujourd'hui d'imaginer des augmentations de salaire, une liberté syndicale, tant qu'on n'a pas un rapport de force politique qui se met en place. Donc c'est devenu trop cher presque en Chine, et pour ces entreprises, si on peut dire, ils sont allés où c'est moins cher. Oui, exactement. La Chine est devenue plus chère et donc les entreprises ont délocalisé au Bangladesh, mais aussi au Myanmar, qui s'est ouvert récemment à l'économie internationale, mais aussi au Vietnam et au Cambodge. C'est beaucoup le Bangladesh et le Cambodge. Le Bangladesh avait à dispo cette main-d'œuvre extrêmement abondante et pas vraiment d'autres ressources, donc le contexte s'est fait de cette manière. On a remarqué que la main-d'œuvre du Bangladesh intervient souvent à la phase de confection de nos vêtements. Nous, on a vu l'Inde avec les champs de coton bruts. Cette partie de confection, ça représente, j'imagine, une partie importante. Et surtout, quels sont les risques aussi là pour les humains qui travaillent sur cette partie-là? Quels risques pour eux et quels risques écologiques aussi? On a évoqué les conditions déplorables de salaire et de travail, c'est vrai, des travailleurs de la confection. Alors c'est vrai que c'est un pays dans lequel il n'y a pas de production de matières premières, de coton par exemple, etc., qui se passe dans d'autres pays, notamment comme l'Inde, mais bien d'autres. Et donc ils se sont spécialisés effectivement dans la confection, qui demande très peu d'investissement. Comme je disais, c'est des petites machines à coudre. Ils sont spécialisés aussi dans la teinture, malheureusement dans des conditions sanitaires déplorables, aussi parce qu'il n'y a pas de réglementation. Le Bangladesh, c'est aussi un acteur important de deux autres aspects de cette industrie mondialisée du textile. D'une part, il y a la question de la teinture, et puis il y a la question de l'industrie du cuir, mais là encore, un cuir très low cost et fait dans de très mauvaises conditions. Alors les très mauvaises conditions dans les deux cas, c'est une exposition des travailleurs à des matières extrêmement toxiques comme du plomb, du zinc, l'absence d'équipement de protection individuelle, donc l'absence d'isolement qui touche directement ces matières. On a des images d'enfants aussi qui travaillent malheureusement dans les usines de traitement du cuir. Les usines de cuir, ça dégage des odeurs pestilentielles aussi extrêmement toxiques. Donc là, il y a vraiment une mise en danger directe des travailleurs. Puis le Bangladesh, dans le secteur de la confection, est tristement célèbre pour l'effondrement de cet immeuble au Bangladesh. Je rappelle, moi, c'est le Rana Plaza, près de 1100 morts, parce que j'ai noté un peu plus même. On avait une question d'ailleurs dessus. Est-ce que c'était 2013, c'est ça? Si je ne me trompe pas. 24 avril 2013. Et ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans. Plus de 6 ans même. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Tu sais s'il y a des choses qui ont changé là-bas depuis cet accident qui a quand même été très relayé. Oui, et qui a marqué les esprits. Alors déjà, quand le Rana Plaza s'est effondré, ça a été évidemment un gros choc, y compris nos organisations. C'était un bâtiment d'atelier où on faisait les vêtements. Un bâtiment de 8 étages dans lequel il y avait 5-6 ateliers qui sont en fait des espèces de petites unités de production sans normes. Et le bâtiment qui était avec un directeur d'usine qui est en prison par ailleurs et qui produisait pour des grandes marques internationales. Enfin ça, c'est ce que les médias dépêchés sur place ont montré, c'est que ce qu'on a retrouvé dans les ruines, c'est ça qu'il y avait. On a trouvé des étiquettes, parfois des bons de commande de marques allant de Benetton à C&A en passant par Primark et Auchan. Donc en plus des segments très différents de marché. Quand cet immeuble s'est effondré, nous on documentait déjà plus de 700 morts dans des effondrements ou des incendies d'usines au Bangladesh depuis 2007, donc pendant 6 ans. Donc on savait que c'était une industrie non seulement où les droits des travailleurs sont bafoués, mais aussi avec des bâtiments extrêmement précaires, qui ne sont pas aux normes, insalubres, parce qu'il y a une absence totale de contrôle de l'État, de législation, et donc on a à la fois des patrons d'usines véreux qui profitent de cette faiblesse, et puis des grandes sociétés internationales, des grandes marques, ou des grandes par leur taille, ou des enseignes qui viennent trouver une main-d'œuvre pas chère, et puis des conditions aussi dégradées de travail, donc pour produire très, très peu cher. Alors heureusement, si le Rana Plaza a eu un petit effet, c'est une prise de conscience internationale, d'abord des citoyens, des consommateurs. En quelques semaines, on a rassemblé au niveau mondial une pétition d'1 million de signatures qui nous a permis de pousser toutes ces grandes marques de l'industrie à signer un accord pour sécuriser les usines. Il est toujours en cours, même s'il est mis en difficulté au Bangladesh. La plupart des groupes ont signé ou c'est encore compliqué? Dans sa première version, il y avait plus de 200 groupes qui l'ont signé. Dans sa deuxième version renouvelée, on est à un peu moins d'une centaine. Est-ce que tu penses qu'ils sont précipités sur le mouvement un peu... Bien sûr, ce qui est certain, c'est que... le public dessus et ils sont allés dessus très vite.
Ils sont allés dessus très vite, d'autant que cet accord qu'ils ont signé, on leur proposait avant le Rana Plaza, justement, après tous ces accidents qu'on avait pointés. Et aucune de ces enseignes n'avait souhaité, en disant qu'elle avait des systèmes internes de vérification assez performants. Le Rana Plaza s'effondre, les citoyens se mobilisent, l'action politique se met en place. Et effectivement, les marques se précipitent, comme tu le dis très bien, pour le signer. Il y a eu un effet positif, c'est que plus de 1500 usines, donc c'est énorme, hein, au Bangladesh, ont été inspectées, rénovées. Il y a encore un gros travail à faire, mais on peut dire que sur la question de la sécurité des travailleurs, donc leur mise en danger imminente, le problème n'est pas réglé, mais étant de bonne voie. L'autre grande question de mobilisation citoyenne, ça a été l'indemnisation des victimes et leurs familles. Après 2 ans aussi de campagne, d'interpellation des marques, on a réussi à créer au niveau mondial un fonds pour indemniser ces personnes qui ne peuvent plus travailler à vie. Tout le monde a eu aujourd'hui quelque chose ou c'est encore... Tout le monde a eu, alors il a fallu 2 ans, mais on peut dire qu'une indemnisation complète a été réalisée sous l'égide de l'Organisation internationale du travail, avec les syndicats internationaux et puis des ONG comme la nôtre au niveau aussi international. Mais il faudrait que la compensation soit plus élevée, notamment en termes de dommages et intérêts. Et ça, c'est ce qu'on n'a pas réussi à faire parce que on n'a pas de réglementation internationale qui permet de poursuivre en justice des grandes entreprises pour les dommages sociaux ou environnementaux à l'international, même si on a une loi pionnière en France qui, depuis la loi sur le devoir de vigilance, permet d'engager la responsabilité de ces donneurs d'ordre et espérer une indemnisation des victimes à hauteur de leur préjudice. Mais il y a tout un cadre international à construire et on agit, nous, beaucoup sur l'interpellation de ces marques, mais aussi beaucoup pour qu'on ait enfin des règles en France, au niveau européen et à l'international, pour que, tout simplement, elles soient des acteurs responsables de la mondialisation, puisque quand une multinationale se comporte mal, a des pratiques irresponsables, les dégâts sont tout de suite énormes et parfois irrémédiables. Ils touchent des milliers de gens, quoi. Voilà, ils touchent des milliers de gens, dont des pays, voilà, dans de nombreux pays. Donc il faut qu'on puisse aussi remettre du droit dans cette mondialisation, et c'est une partie de notre action. Je crois que tu en parlais tout à l'heure, mais... Très concrètement, tu sais quel est le salaire d'un travailleur bangladais aujourd'hui ? Oui, un salaire en moyenne aujourd'hui dans l'industrie du textile, on a des salaires entre 55 et 60 euros par mois. Il en faudrait, les syndicats en demandent au moins le double de manière immédiate pour qu'on sorte de ce qu'on appelle un salaire de pauvreté. Et il en faudrait 4 fois plus pour atteindre ce qu'on appelle un salaire vital, c'est-à-dire un salaire qui permet aux travailleurs de subvenir à tous ses besoins, ses droits fondamentaux, ceux de sa famille, et puis aussi épargner. Parce que épargner, ça permet non seulement de ne pas être qu'un facteur de production, mais aussi d'envisager l'avenir tout simplement et un avenir meilleur. Est-ce que, on avait une question aussi peut-être un peu bête, mais c'était important, est-ce que la solution la plus évidente, ça serait juste d'augmenter leur salaire finalement ? C'est une question... Pourquoi enfin, on peut le faire, enfin, les grands groupes sont très très riches, c'est pas très compliqué je pense pour elles d'aider ces travailleurs. Pourquoi c'est si compliqué ? C'est une question loin d'être bête, je pense que c'est la plus importante pour nous. C'est crucial en fait, c'est-à-dire qu'elles ne le font pas aujourd'hui parce que elles nous disent qu'elles ne sont pas responsables du niveau des salaires qui est fixé par les pays dans lesquels elles font sous-traiter leur production. Donc il faut faire les deux, c'est-à-dire il faut à tout prix qu'on arrive à créer les conditions pour que les syndicats dans ces pays, les ONG, arrivent à négocier de meilleures conditions salariales dans ces pays. Et du coup, il faudrait négocier avec les gouvernements locaux ou directement les multinationales ? Avec les gouvernements locaux, c'est-à-dire exactement comme on le fait nous ici. D'abord, on demande à on a fixé un salaire minimum en France qui est censé être un salaire qui extrait les gens de la pauvreté. Le SMIC, même si évidemment il est tout à fait... Enfin, il faut se poser des questions du niveau de vie par ville, mais on a au moins ce seuil qui n'existe pas au Bangladesh. Le salaire minimum est trop bas pour être un salaire minimum qui extrait les gens de la pauvreté. Donc déjà, il faut qu'on puisse négocier dans ces pays, les sociétés civiles, les syndicats, avec le gouvernement. Mais ce qui se passe, c'est ce que la question que tu posais au départ, c'est que lorsque les pays tentent d'augmenter les salaires, les entreprises délocalisent pour aller chercher la main-d'œuvre moins chère. On parle aujourd'hui de délocalisation de production en Éthiopie, où il n'y a même pas de législation sur le salaire minimum. Donc l'action est double. Il faut que les marques acceptent que les salaires augmentent dans ces pays, donc qu'elles acceptent de ne plus produire sur la base de coûts de production,
qui mettent les gens dans la pauvreté, mettent les travailleurs dans la pauvreté, parce que ces travailleurs, ce sont avant tout eux qui permettent la bonne santé financière et les profits de ces grandes entreprises. Et il faut d'un autre côté que les multinationales arrêtent, intègrent dans leur prix d'achat pas seulement le salaire minimum tant qu'il est trop bas, mais un salaire vital, là qui est négocié directement avec les syndicats, les travailleurs. Et donc on a un grand nombre d'alternatives, de propositions sur la table qui permet de calculer ce que serait le bon salaire dans tous les pays de production textile. Sur une question d'argent encore, est-ce que tu sais concrètement comment, quand moi j'achète ici un t-shirt à 10 euros, 20 euros, est-ce qu'il y a une part est-ce qu'on connaît, est-ce qu'il y a une part, un pourcentage qui va à ces travailleurs ou c'est dur de savoir? On a un pourcentage qui est absolument dérisoire. On est entre 1 et disons 4-5% pour les salaires les plus élevés. Et donc le coût de la main-d'œuvre dans toute fabrication de tout produit est extrêmement dérisoire. Donc même s'il y a des coefficients multiplicateurs, et qu'il faut qu'il y ait des marges effectivement pour tous les acteurs de la branche pour vivre tout simplement de leur activité économique, même si on doublait les salaires au Bangladesh, même si on les triplait, on n'aurait pas d'une part une augmentation conséquente du coût de production et donc du prix au consommateur. Et nous ce qu'on demande c'est que la marque absorbe dans ses marges, accepte de faire moins de marge et surtout moins de profit pour accepter de payer tout simplement correctement les travailleurs, ce qui est, je le rappelle, un droit fondamental, international pour tout travailleur partout dans le monde. Donc ce qu'on dit nous aux marques, c'est que tant qu'on a encore des salaires de misère dans ces pays où vous allez sous-traiter votre production, ce sera à vous de construire votre prix d'achat à l'usine sur place, en ne vous fondant pas sur le salaire de misère de base que donne le pays aux travailleurs, mais vous, sur un salaire négocié avec les travailleurs, et ils ont déjà des indicateurs qui fait qu'on ne paye pas un travailleur 60 € du mois au Bangladesh, mais plutôt 120. Et même en payant 120, la marque, effectivement, va pouvoir construire un prix de production qui va rester dérisoire à 4, 5, 6 €. Et on pense que c'est à elle d'absorber cette marque dans sa marge parce qu'elle en a tous les moyens. Est-ce que tu comprends les causes de cet énorme dérapage de l'industrie textile? On dit que ça dépasse sur l'environnement, ça a plus d'effet que le maritime et que les avions. Tu comprends comment on est parti si loin, surtout sur le côté vraiment écolo du truc? Comment on a pu déraper aussi vite et aussi loin sur cette industrie? Le fait qu'il n'y ait plus de cadre international, donc justement cette libéralisation extrême sans aucun garde-fou, a donné en fait libre cours à des appétits pour du profit tout simplement. C'est-à-dire que quand on peut sans entrave, quels qu'en soient les risques, sans assumer aucun risque, justement, y compris juridique, aller faire du profit dans des pays à très bas coût, ça ouvre les appétits. Donc ça, c'est à la fin des années 2000, je dirais. Et ça a été concomitant avec des enseignes qui, en fait, ont trouvé un bon filon en reprenant les méthodes de la grande distribution en les appliquant au textile. C'est-à-dire, c'est une période où avec les délocalisations, on n'a plus des acteurs experts de l'industrie du textile, c'est-à-dire des gens qui sont des créateurs, qui connaissent, qui ont des savoir-faire, qui travaillent aussi la fibre et la matière. On a eu l'émergence de grands patrons qui sont plutôt des distributeurs et qui ont dit je vais faire dans le textile, dans l'habillement, comme dans la grande distribution, c'est-à-dire ouvrir les marchés, produire à très bas prix pour que tout le monde soit dépendant des produits et veuille en acheter beaucoup, mais à extrêmement bas coût. Et donc c'est ce nouvel équilibre, les marques de fast fashion, comme on dit, elles sont arrivées à la fin des années 2000. C'est très récent. C'est très récent, on s'est habillé, enfin ma génération, on s'est habillé tout à fait différemment dans les années 80-90, on n'avait pas ces marques, indépendamment des classes sociales. Et en fait, la distinction sociale se faisait plus sur la marque, justement, qu'on était capable, l'argent qu'on était capable d'investir dans une marque, donc de payer la communication, la marque, etc. Donc on s'est habillé autrement qu'à des t-shirts à 5 €. On achetait moins, on achetait autrement. C'est vraiment un nouveau modèle de consommation qui nous a été proposé, voire imposé par ces marques, sous couvert de démocratiser la mode. L'autre aspect crucial, c'est l'accélération des tendances. Pour susciter toujours de l'achat,
qui est permis par ce prix extrêmement bas, ces marques se sont dites on va plus faire 1 ou 2 collections, mais 3, 4, 5, 6, 7, 8. Presque le printemps-été, automne-hiver, oui, c'est presque tous les mois. C'est presque Puis même les soldes, c'est devenu un truc, on en parle énormément et très souvent on a plus même des soldes. Voilà, ça c'est plus qu'il y a eu une libéralisation aussi de la réglementation qui n'impose plus seulement qui ne permet plus seulement 2 périodes de soldes, mais des périodes permanentes de remise, de soldes, etc. Les soldes initialement c'était fait pour écouler les stocks. C'est devenu aujourd'hui des stratégies de vente, tout simplement, de ces entreprises. Ouais. Et donc, en suscitant toujours, en disant que la mode, elle change tout le temps et qu'il faut tout le temps être à la mode en achetant plein de vêtements, eh bien, les marques ont incité les consommateurs à tout le temps acheter. Donc, elles ont tout le temps produit. Et l'idée, la solution, elle est exactement là. Il faut revenir à une production et une consommation plus rationnelle, tout simplement, plus logique, parce qu'aujourd'hui, la mode, au lieu d'être un secteur de création, de savoir-faire, c'est devenu un secteur extrêmement destructeur pour la planète et les humains. Là, mon plus grand espoir, c'est quand même la prise de conscience citoyenne considérable. Moi, je mets les 2 ou 3 dernières années au même niveau que les 10 dernières en termes de prise de conscience, d'interpellation et de passage à l'action des consommateurs. C'est-à-dire, il y a très spontanément des interpellations sur les réseaux sociaux, des questions dans les magasins. Nous, on est questionnés, on ne peut même pas répondre à la masse de questions. Et puis, tout cet attrait pour la mode responsable et puis pour la mode de seconde main, même s'il y a aussi des questions économiques qui se posent, ça devient, les gens, il y a aussi des inégalités qui se creusent, un pouvoir d'achat et d'être qui diminue. Donc les gens se dirigent aussi vers la seconde main, mais c'est aussi pour des aspects écolos. Donc ça, c'est quand même une grande piste positive. Et l'autre, c'est le fait qu'enfin on prend conscience qu'on ne peut pas laisser à ces enseignes de s'autoréguler, de se réguler toutes seules. Parce que malgré leur discours, malgré les chartes éthiques, malgré leur grande communication sur le développement durable, elles ne le font pas. Elles n'ont pas encore accepté de changer leur modèle. Et donc l'autre piste, c'est celle qu'on développe beaucoup, c'est leur imposer des régulations. Récemment, d'ailleurs, il y a eu au G7, ils ont parlé d'un Fashion Pact où, moi je l'ai noté, c'est limiter l'impact de la filière du textile sur l'environnement. Et ça a été signé par beaucoup de groupes, je crois, des grands groupes qui sont très influents dans ce domaine. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est un coup de com'? Est-ce qu'il y aura une suite à ça? Nous, on est très dubitatifs sur la sortie de ce genre de pacte. Il y a plusieurs choses. D'une part, nous, on considère que ce n'est pas au gouvernement. Nous, on considère que le gouvernement n'a pas à confier à des marques toutes seules de décider comment elles vont moins contribuer au réchauffement climatique parce que ça ne fonctionne pas. C'est précisément le rôle des pouvoirs publics d'imposer une feuille de route en disant là, on a un accord de Paris, on a des accords internationaux, vous allez être obligés d'y répondre et pas de décider vous-même de quelle manière vous allez ou pas vous y conformer. Ils se font en fait leur propre règlement, c'est ça? Exactement, c'est-à-dire par leur code d'éthique, par leur charte par leur code de conduite, par leur charte, par aussi beaucoup de communication. Beaucoup de publicité et on ne peut pas s'autoproclamer durable ou responsable. Et par ailleurs, le Rana Plaza, il est arrivé après 20 ans de pacte, d'engagement, de charte éthique. On voit bien que ça ne fonctionne pas de n'avoir des initiatives que sur la base du volontariat. Il faut des obligations, comme on en impose aux États, aux citoyens. On ne peut pas laisser les multinationales sans obligation quand elles ont un impact aussi considérable sur la société, les humains et l'environnement. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, ce pacte, il n'a rien de contraignant. C'est aussi la bonne volonté des entreprises qui vont elles-mêmes fixer ce qu'elles sont disposées à faire pour réduire leur impact. On ne peut pas laisser non plus aux entreprises, parce que derrière, il y a une question très claire de profit. Ça coûte peut-être de protéger l'environnement et les humains, mais elles vont être obligées d'absorber ce coût et pour ça, encore une fois, il faut en passer par des lois. L'aspect positif, c'est que s'il y a une telle communication déployée sur la responsabilité sociale, etc., ça se réveille un peu. C'est qu'on voit qu'il y a une demande des citoyens, des consommateurs et notamment
peut-être des jeunes, je dirais des ados, mais pas que évidemment, qui demandent justement à ce qu'on remette des règles dans la mondialisation, à ce qu'on remette des équilibres en fait, Oui. et qu'on ait une meilleure répartition des richesses, de la valeur d'une manière générale, et qu'on protège un environnement pour ne pas aller dans un mur qui s'approche. Donc ça, c'est quand même l'aspect positif, et ça montre la force de la position citoyenne en fait, de l'interpellation. Tout simplement, si nous, on n'achète plus leurs trucs aussi, ça peut leur faire mal. Il y avait toute une campagne, comme quand il y en a qui avaient un peu dérapé sur des choses, sur des vêtements qui sortaient, tout de suite, ils sont sanctionnés par le consommateur. Ouais. On peut, malgré tout, agir, même à notre niveau, quoi. On peut agir Si on part aussi, tout de suite ouais. sur les alternatives, voilà. Est-ce que tu penses que nous, simplement ici, sans aller en Inde, au Bangladesh, est-ce qu'en France, à Paris, et dans les magasins que je côtoie, est-ce que je peux faire quelque chose, simplement? Alors, si tu t'évoquais l'acte de consommation, c'est très vrai. Si on n'achetait pas, elle ne vendrait pas. Mais je dirais que le rapport est un peu inversé. Le consommateur n'a pas aujourd'hui, au niveau mondial, les moyens d'être aussi puissant face à ces mastodontes. Donc, l'acte d'achat, c'est une vraie piste, c'est-à-dire il y en a plusieurs. Il faut qu'on arrête d'acheter autant de vêtements, et on en surproduit, et on en consomme beaucoup trop. Il faut arrêter de penser le vêtement comme quelque chose de jetable, et accepter de payer, donc ça veut dire accepter de payer un autre prix. Un vêtement à 5 €, ça n'existe pas. Ça n'existe que dans un monde où on accepte d'exploiter les êtres humains et l'environnement. Donc il faut revenir au vrai coût des vêtements, cesser d'acheter dans un objectif d'obsolescence du vêtement à très court terme. Je le mettrai 4, 5, 6 fois, je le mets 2 mois, il reste dans mon placard. On est sûr juste c'est une bonne solution, simplement payer plus cher déjà? Alors, est-ce qu'on est sûr que ça va bien au moins quelque part, tu vois? Moi, ça ne me dérange pas de payer un t-shirt 50 € si je suis sûr et certain que c'est bien redistribué derrière. Est-ce que je suis sûr que l'argent est bien redistribué même si je le paye plus cher? Non, je ne peux pas dire qu'on a une certitude sur le fait que l'argent soit bien distribué. En revanche, l'inverse est vrai. On ne peut pas dire qu'un t-shirt payé 90 balles, on a la certitude qu'il ait moins d'impact social et environnemental, mais on est certain que des t-shirts produits en masse à 5, 6, 7 € ont un impact considérable. Donc après, sur quel juste prix, c'est très difficile à dire. C'est encore au consommateur d'aller s'informer. Où produit la marque? Il faut privilégier plutôt des petites marques. La qualité, le lien entre qualité et conditions de travail et conditions environnementales, il y a vraiment un lien. On voit bien qu'un vêtement qui se délave au bout de payer 5 € va se délaver plus facilement, se détendre. Et donc, alors après, on se dit, bon, je l'ai payé pas cher, c'est pas grave, s'il me dure pas. C'est exactement ça qu'il faut enrayer, parce que ça, c'est le modèle qui nous a été effectivement imposé par ces grandes marques. Or, on peut revenir à des vêtements de qualité, des vêtements qu'on apprécie, qu'on garde, et on peut être tout à fait à la mode avec de belles pièces qu'on remet, qu'on change, qu'on accessoirise. Et heureusement, il y a une grande tendance aussi de blogueurs sur ces questions. Les vêtements d'occasion, les vêtements déjà portés, les friperies. Oui. J'ai vu qu'il y avait, il y a même des applications aussi où on peut se revendre entre particuliers. Exactement. C'est des bonnes choses aussi, ça va dans le bon sens tout ça? Oui, le marché de la seconde main explose, ça va dans le très bon sens. Il faut faire attention à ne pas aussi devenir des revendeurs et des acheteurs professionnels. Parce que quand on a plein de vêtements aussi peu chers à portée de main, de marques notamment, on est incité à vider et remplir constamment ses armoires. Donc l'idée, c'est plutôt de l'imaginer comme un cercle vertueux, comme de l'argent qu'on peut mettre ailleurs, et surtout un investissement pour une vie plus sereine, tout simplement. La friperie, la seconde main se développe aussi avec, encore une fois, maintenant des vêtements très tendance. Donc c'est facile de bien s'habiller. Et puis, il faut effectivement absolument apprendre à réduire sa consommation. Et quand on a les moyens, ou quand on décide d'investir dans une paire d'une grande marque, de basket à une marque à 100, 150 par exemple, on en a tous, moi, je ne dois pas le dire, mais... Non, mais j'en ai au pied. Non, pas là, bien sûr. Quand on peut se dire qu'à prix de marché équivalent, il y a un tas de marques alternatives super créatives, très tendance, avec des matières solides et des choses complètement nouvelles, des modèles qu'on trouve nulle part ailleurs. Donc il y a aussi ça en fait. Quand on reste à des prix abordables, parce que c'était aussi une bataille dans du les prix. mêmes segments de marché en fait. Il y a plein de gens, même en France, qui ne pourraient pas s'acheter des t-shirts tous les semaines, tous les mois à 50 Exactement. €. C'est pour ça que je dis que quand on peut et quand on décide d'investir dans une paire de pompes à entre 100 et 150 €, dans une veste quand on peut encore une fois,
Pour moi, là, vraiment, ce qui est important, c'est d'essayer de la reporter sur une marque responsable. Il y en a plein, on a plein de blogs à disposition, mais c'est vrai qu'il faut aller chercher un peu désormais, aller repérer, mais il y a maintenant plein de plateformes qui proposent des listes de marques responsables. Je sais pas, même ça se développe aussi pour hommes, et aller trouver une superbe chemise en lin à carreaux bien coupée, qui a remis le lin au goût du jour, qui est une matière complètement écolo, faite en France. On a des alternatives, de l'alternative en jean, en basket, avec des artisanats du monde entier, enfin, qui presque investiraient les podiums maintenant. Oui. Donc il faudrait, moi ce que je voudrais, c'est qu'on arrive à rendre démodée la fast fashion en fait. On peut trouver des alternatives. Il faut se renseigner, c'est vrai pour le consommateur, mais elles existent, elles se sont déployées. Et quand c'est pas en achetant du neuf, il y a tout l'aspect, effectivement, déjà faire le tour de sa penderie et se rendre compte qu'on a des tonnes de choses, faire du tri, acheter plutôt des belles pièces quand on en a besoin et se dire que cet argent, on peut l'investir ailleurs. Parce que je veux dire, c'est aussi un plaisir de bien s'habiller autrement qu'en allant dans des chaînes qui nous ont produit en masse et qui détruisent en fait notre environnement. Et effectivement, alors en sachant aussi pourquoi est-ce que c'est si important de toute façon de réduire sa consommation pour les plus grands shoppers, c'est parce qu'on ne peut pas recycler, on n'a pas des capacités de recyclage dans le monde qui permettent de recycler ces textiles. On doit recycler entre 15 et 20% des textiles dans le monde. Ça veut dire qu'il y a 80 à 85% qu'on ne sait pas recycler. Et la fast fashion y a contribué parce que les fibres sont soit dégradées, soit extrêmement mélangées. Donc on ne peut pas recycler un t-shirt qui a 15 composants différents. Donc même sur l'aspect recyclage, que les marques nous assènent beaucoup, ça ne peut pas être une façon de nous dédouaner de ces modèles de production. Et puis il y a une grande partie qui finissent aussi dans les marchés en Afrique et qui viennent concurrencer une industrie locale, des savoir-faire locaux de vêtements, de textiles, parce que ces fripes, ces vêtements donnés deviennent moins chers que la production locale. Donc il y a tout aussi un circuit économique qui peut être mis en difficulté. Alors qu'en revenant à une consommation plus logique, plus sereine en fait de ces vêtements, on tient là une grande solution. Okay. Est-ce que tu vois, je crois que tu m'en as parlé un peu d'autres pays tout à l'heure qui émergent dans cette industrie. Il y a l'Inde, Bangladesh, je crois que tu m'as parlé d'Éthiopie. Ça y est, ça commence aussi là-bas, ou est-ce qu'il y a encore d'autres pays que tu vois un peu venir là-dedans où ça va être encore très dur? Il n'y a pas beaucoup de nouveaux pays. Il y a des pays qui sont depuis déjà 10, 15, 20 ans des zones de production, toute l'Asie du Sud-Est, ces pays que tu viens de citer. Et c'est vrai que l'Éthiopie est une terre d'exploration, ou le Myanmar sont des terres d'exploration. Et ce qui est inquiétant, c'est que ce sont des terres où il n'y a effectivement pas de législation quasiment sur le salaire minimum, ou des conditions de travail encore très dégradées, avec peu de possibilités de contrôle aussi, et de visibilité sur la chaîne d'approvisionnement. Il y a aussi des pays de production au Maghreb, en Tunisie, au Maroc, qui sont des fortes zones de production pour le sud de l'Europe. Et puis toute la zone des maquiladoras en Amérique latine, mais qui produisent plutôt pour le marché nord-américain. En fait, il y a beaucoup de pays qui produisent du textile. Potentiellement, tu dirais qu'il fait quoi, 5-6 pays, un jean, un t-shirt Oui, c'est variable, mais c'est ça, autour de... Oui, au moins 4, parce qu'après, il peut y avoir des accessoires. Les rivets peuvent être, les rivets, le fil. Mais oui, disons au minimum 3-4. C'est déjà beaucoup. Oui, c'est déjà beaucoup.